Alors, quel sera l'impact du départ de M. Guilbeault et est-ce que c'est le symptôme d'une fracture plus profonde au sein du caucus libéral? Pour en discuter, je retrouve nos analystes, Christine Saint-Pierre, ancienne ministre libérale à l'Assemblée nationale, Rodolphe Rosny, ex-conseiller politique du gouvernement Harper, et Christina Michaud, ancienne députée bloquiste dans Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Bonsoir vous trois, merci d'être avec nous. Bonsoir. Christine, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous étiez surprise de voir M. Guilbeault quitter le cabinet de M. Carney? Pas du tout, et je me demandais à quel moment ils allaient le faire, et c'était vraiment le temps, parce que Stephen Guilbeault, là, depuis un certain moment, là, tout ce qu'il voit, c'est des reculs par rapport à sa vision de la lutte au changement climatique. Et il y a un plan climatique, il y a un plan de lutte contre le changement climatique qui avait été mis en place. On parle de cibles et tout ça, là, il est en train de peut-être pas de s'effondrer complètement, mais cette entente entre Ottawa et l'Alberta, c'est une entente qu'on dit évidemment qui est conditionnelle, qui est provisoire. Il n'en demeure pas moins que là, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il n'avait pas le choix de quitter le caucus. Maintenant, le cabinet, maintenant, est-ce qu'il va rester au caucus? Moi, je pense que ça risque d'être difficile. Rodolphe, les députés conservateurs de l'Assemblée législative de l'Alberta ont applaudi lorsque le ministre provincial de la Justice a qualifié la démission de M. Guilbeault de bonne nouvelle. Vous, en tant que conservateur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il va rester membre du caucus libéral pour bien longtemps? Moi, je pense que s'il est franc dans sa démarche, c'était une bonne démarche, en tout cas, de quitter le cabinet. Mais s'il veut être franc, il faut qu'il quitte aussi le caucus. Comment il va être dans une situation où il va devoir voter très, très bientôt des projets de loi qui vont à l'encontre d'exactement la raison de sa démission? Donc, au bout d'un moment, si on quitte pour des raisons de valeur, on ne fait pas un geste à moitié, on quitte complètement et on quitte le caucus libéral. Et honnêtement, je pense que ce n'est pas que le seul. Il y a beaucoup de députés libéraux qui doivent se poser exactement la même question que M. Guilbeault. Donc, on va voir dans les prochaines semaines s'il y en a qui vont aussi joindre l'acte à la parole. Christine vient d'évoquer cette idée d'un effondrement. M. Guilbeault, lui, a affirmé dans sa déclaration qu'on assistait au démantèlement du plan d'action climatique sur lequel il avait travaillé en tant que ministre de l'Environnement. Est-ce que ça vous étonne que M. Guilbeault n'ait pas quitté le cabinet plus tôt? Pas nécessairement. Je sais que M. Guilbeault, et on le sait tous, là, a avalé plusieurs couleuvres. Je pense à Trans Mountain, je pense au projet Baie du Nord, la fin de la taxe carbone pour les consommateurs. Donc, ça faisait beaucoup. Et là, c'est pas seulement cette entente entre l'Alberta et Ottawa pour le pipeline, mais c'est d'autres impacts aussi sur des projets d'air marine protégés, les projets sur l'électricité propre, les véhicules à zéro émission, etc. Donc, M. Guilbeault les a mentionnés dans ses raisons de sa démission. Il y a énormément de choses sur lesquelles il a travaillé. Donc, c'est une fracture non seulement avec l'héritage Trudeau, mais avec l'héritage même de M. Guilbeault. C'est pas facile en tant que ministre, quand on est le seul environnementaliste à la table, d'avoir des discussions, d'avoir des débats et de faire passer ce type de politique-là. Je pense que ça a été ardu dans les dernières années pour M. Guilbeault. Et d'ailleurs, on a été élus en même temps en 2019. J'ai été sa critique, sa vis-à-vis pendant plusieurs années quand il était à la tête du ministère de l'Environnement. On a développé une certaine amitié. Alors, j'ai tout un respect pour lui de claquer la porte aujourd'hui, mais comme les collègues le disaient un peu plus tôt, s'il veut être cohérent avec ses valeurs, il faudrait peut-être qu'il quitte le caucus libéral tout court, parce que là, il aura à défendre encore les politiques de Mark Carney qui va à l'encontre de ses valeurs. Alors, je ne serais pas surprise de le voir quitter le parti dans les prochaines semaines. Je pense que ce serait plus cohérent là, avec ce qu'il a fait aujourd'hui ou hier. Christine, M. Carney savait très bien qu'il risquait de s'aliéner l'aile plus progressiste de son caucus, de son cabinet, avec cette entente avec l'Alberta. À quel point est-ce que ça suggère qu'il craint la grogne au sein... en fait, qu'il ne craigne pas la grogne au sein de son caucus, et est-ce qu'il devrait la craindre davantage? Moi, si j'étais à sa place, je craindrais davantage cette grogne, mais en même temps, il utilise les mots, c'est un moment charnière, il utilise également la peur vis-à-vis, évidemment, tout ce qui se passe avec les États-Unis et Donald Trump. Et là, bien, il veut aussi faire les yeux doux à l'Alberta. Alors, c'est pour lui, c'est une façon de gérer, c'est sa façon de gérer, c'est, comme on dit en anglais, là, c'est my way or the highway. Alors, il fonce. Comment il va régler ça, je ne le sais pas. Je vois qu'au Québec aussi, on
on voit qu'il y a peut-être des possibilités d'avoir un pipeline, un GNL, et là, vous savez, il sait qu'il y a de l'appétit pour du développement économique en énergie. Il sait qu'il a probablement la population aussi de son bord, parce que le Globe and Mail disait que, ce matin, je lisais un article du Globe and Mail, disait que 60% des Canadiens appuient sa démarche. Alors, les environnementalistes se retrouvent avec quelque chose qu'ils n'avaient probablement pas prévu, mais il va falloir que les environnementalistes voient qu'ils ont du travail à faire pour faire reculer le gouvernement. Rodolphe, pour l'instant, du moins, M. Guilbeault reste dans le caucus libéral, mais à quel point est-ce que ça représente dès maintenant un risque pour M. Carney et son gouvernement, sa présence au sein du caucus? Non, mais ça représente un risque sur plusieurs éléments. Tout d'abord, à l'intérieur de son caucus. Deuxièmement, ce que M. Carney vient de donner à l'Alberta, ce n'est pas seulement un pipeline. Il y a aussi le plafond des émissions, il y a aussi les règles environnementales concernant l'électrification des transports. Ça veut dire quoi? Demain, je suis le premier ministre de l'Ontario. Demain, je suis le premier ministre de la Saskatchewan, du Manitoba. Je demande exactement la même chose. Donc là, on voit que ce qu'il a donné à l'Alberta, il doit donner à l'autre province. Il vient de se mettre à dos la Colombie-Britannique. N'oubliez pas qu'il vient de donner un cadeau de Noël au NPD. Le NPD peut maintenant avoir un bâton de pèlerin en Colombie-Britannique pour essayer de se reconstruire. Il vient aussi de donner des arguments au Bloc québécois pour que le Bloc québécois aille voir les électeurs bloquistes qui ont fait confiance à M. Carney en disant « Regardez exactement, c'est pas sur ça que vous aviez voté ». Donc c'est pour ça qu'il vient de changer complètement toute la dynamique canadienne. Je suis pro-pipeline, mais moi ce que je réalise, c'est qu'au-delà du pipeline, il y a beaucoup des mesures qui viennent de changer complètement une future campagne électorale pour un futur gouvernement. Christina, évidemment, le départ de M. Guilbeault, ça donne quand même bien des munitions au parti de l'opposition. Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont tenter d'en profiter au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Mais écoutez, pour le Parti conservateur, je ne sais pas, parce que là, M. Carney fait exactement ce que peut-être M. Poilievre aurait fait s'il avait été élu premier ministre. Et même, j'ai l'impression que M. Carney va plus vite et plus loin que ce que M. Poilievre aurait peut-être pu faire pour démanteler toutes les politiques climatiques de M. Trudeau. Alors ça, c'est peut-être un peu plus difficile pour le Parti conservateur, mais pour le Bloc québécois, ils vont se battre bec et ongle pour s'assurer qu'on ne passe pas dans la gorge un projet tel que ce projet-là en Alberta au Québec. C'est un peu ce qui a été fait pour la Colombie-Britannique. Ils n'ont pas fait partie des consultations, c'est ce qu'on en comprend. Les Premières Nations n'ont pas fait partie des consultations. Alors, c'est le type d'argument que le Bloc québécois va sortir, s'assurer que les provinces, que le Québec soit consulté quand ce type de projets-là sont mis en place. Mais évidemment, la loi C5 qui a été passée et qui veut accélérer les grands projets d'intérêt nationaux comme ça, mais ça va être difficile. Mais ça donne certainement des arguments au parti d'opposition. Il nous reste seulement quelques minutes, mais parlons maintenant du projet de loi 9 présenté jeudi à Québec pour renforcer la laïcité de l'État. Le ministre responsable, Jean-François Roberge, affirme que le projet, ça s'inscrit dans la continuité d'une marche lente et délibérée vers la laïcité. Mais selon le Conseil national des musulmans canadiens, ça montre plutôt que le gouvernement préfère discuter de comment empêcher les femmes musulmanes d'obtenir un emploi plutôt que de s'attaquer à de vrais problèmes comme les coupes dans les soins de santé ou l'éducation. Je vais commencer avec vous, Christine. Qu'est-ce que vous pensez de ce contraste et de ce que propose le Conseil? Ma position sur cette question-là est bien connue. Je pense qu'effectivement, le gouvernement du Québec essaie, par ces lois-là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche des femmes de gagner leur vie. C'est un projet qui vise les musulmanes, qui portent le foulard, alors que le gouvernement essaie évidemment d'aller chercher des votes avec ça, parce que c'est comme ça qu'il a fait sa fortune dans son premier mandat. Et aussi, on voit que il y a d'autres, puis moi je suis tout à fait d'accord avec les remarques selon lesquelles il y a vraiment de gros problèmes auxquels le gouvernement n'apporte pas de solution. Je pense à l'itinérance qui est absolument épouvantable, la pauvreté. Les gens ont besoin de mesures pour les aider à passer à travers la vie difficile. Et là, ce que le gouvernement fait, bien, c'est qu'il joue sur une part de l'autre. Et moi, c'est un projet de loi qui me désespère parce qu'on n'a pas besoin de ça au Québec. L'État québécois est un État laïque. J'ai été ministre pendant 10 ans, j'ai été députée pendant 15 ans. Il n'y a jamais de décisions qui se sont prises par rapport à une religion ou à une autre. L'État est laïque depuis de nombreuses années et moi, je pense que le gouvernement fait fausse route.
Rodolphe, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, je pense qu'il y a certainement des éléments qui sont positifs concernant, par exemple, les écoles, enlever le financement à certaines écoles qui ont un programme religieux. Je pense que ça fait partie d'un processus qui a été entamé depuis 30-40 ans au Québec. On l'a vu avec les hôpitaux, on l'a vu avec beaucoup d'éléments où on a déconfessionnalisé énormément de choses. Donc, je pense que dans ce côté-là, c'est positif. Je pense que c'est positif, bien évidemment, sur les prières de rue, sauf le fait que déjà, les prières de rue, ils étaient interdites, mais la police n'intervenait pas. C'est vrai que, par exemple, d'aller dans les garderies, ça va faire énormément de problèmes en termes d'imposer ça, surtout que ça menotte certaines femmes parce que, oui, il y a ce qu'on appelle la clause où ces droits sont protégés, mais si elles changent par exemple, de garderie, ben, elles devraient enlever le voile. Donc, on voit aussi que ça va être une problématique. Pour le reste, on va voir comment ça va être débattu à l'Assemblée nationale. Christina? Je pense que c'est un relativement bon projet de loi. C'est en continuité avec ce que la CAQ a fait en 2018-2019 avec son premier projet de loi sur la laïcité de l'État. On vient combler des brèches, notamment sur les écoles publiques, les écoles privées, pardon. Je suis d'accord avec le questionnement pour les garderies. Est-ce que c'est réellement ça la nécessité? Je pense pas qu'on vise nécessairement les femmes musulmanes. On vise les personnes qui portent tout type de signes religieux, mais évidemment, on peut penser qu'il y a énormément de femmes qui travaillent en milieu de garde, en service de garde, en CPE, qui portent le voile. Alors, évidemment qu'on peut se questionner là-dessus. Ça va faire... c'est toujours un sujet qui fait soulever les passions, qui fait que les gens aiment débattre de tout ça. Mais en même temps, moi, j'ai travaillé sur l'adoption de ce projet de loi-là en 2018-2019 lorsque j'étais recherchiste au Parti québécois. Et on pensait, là, mon Dieu, que ça allait donc soulever la population. Et finalement, ça s'est bien imbriqué dans les milieux de travail à travers les années. On en a de moins en moins entendu parler. Alors, je ne suis pas nécessairement inquiète. Il n'y a pas tellement de capital politique supplémentaire à aller chercher pour la CAQ. Je pense que c'est dans ses lignes, dans les lignes des électeurs qu'il a et ceux du Parti québécois, évidemment. Donc, à suivre. Mais ce n'est pas ce projet de loi-là qui va empêcher la population, je pense, de parler de ce qui se passe avec les médecins, notamment, et les autres scandales, si on peut dire, là, liés à la CAQ. Christine, Rodolphe, Christina, merci encore une fois d'avoir été avec nous. On va se retrouver la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.